Lomé renoue avec les marches. Les militants de Jean-Pierre Fabre investissent de nouveau les rues pour contester l'élection de Faure Gnassingbé à la tête du Togo. Grand espoir en Centrafrique. La réconciliation entre chrétiens et musulmans semble en bonne voie. En Macédoine, on enregistre des manifestations contre le gouvernement. Ce dernier est accusé de corruption à grande échelle. Bonsoir chez vous. Le président burundais Pierre Nkurunziza a procédé ce lundi à un remaniement de son gouvernement. 4 jours après l'échec du coup d'État et en pleine crise politique, il a remplacé 3 ministres, dont ceux de la Défense et des Affaires étrangères. Ce remaniement ministériel intervient alors que le Burundi est plongé dans une grave crise politique depuis fin avril, avec un mouvement de contestation populaire contre la candidature du président Nkurunziza à un 3e mandat à l'élection présidentielle du 26 juin. Plusieurs centaines d'opposants au président burundais Pierre Nkurunziza ont tenté de manifester ce jour même à Bujumbura, contenus parfois avec difficulté par l'armée. Cette dernière est pour la première fois déployée dans les rues pour maintenir l'ordre à la place de la police. Et la réconciliation entre chrétiens et musulmans semble en bonne voie en Centrafrique. Au kilomètre 5, l'un des grands marchés de la capitale, tout porte à le croire. Musulmans et chrétiens se côtoient, menant chacun son activité sous le regard d'agents de sécurité. Réconcilions-nous, affirme une banderole à l'entrée du principal marché de Bangui, le kilomètre 5, où se sont réfugiés la plupart des musulmans de la capitale centrafricaine lors des violences interreligieuses qui ont embrasé le pays en décembre 2013. Il y avait un problème, mais ce problème-là c'était déjà résolu. On avait compris qu'il y a ces gens qui nous ont embêtés, qui nous ont amené des mésententes entre nous. Mais maintenant, il n'y a pas de problème, on se comprend entre nous. Mais certains, nos frères centrafricains qui quittent le Bouérap, certains quartiers qui viennent ici, on ne les touche pas, on les laisse tous venir, ils font tout ce qu'ils veulent. Déjà passé, on a oublié tout ça. On veut maintenant reconstruire notre pays, donc on a déjà oublié ça. On veut que le marché reprenne l'activité normalement. Avant le kilomètre 5, c'était Faure Alamo, se souvient un spécialiste de la sécurité. Victime des milices majoritairement chrétiennes anti-Balaka qui ont assassiné des centaines d'entre eux, les musulmans de Bangui s'étaient retranchés dans ce quartier protégé par l'ex-rébellion Seleka qui avait pris le pouvoir en mars 2013 avant d'en être chassé en décembre 2013, coup d'envoi des affrontements religieux. Le kilomètre 5 est l'un des points les plus sécurisés de Bangui aujourd'hui en raison de son importance économique. Il y a de cela 2 mois, nous avons procédé à l'ouverture du commissariat du 3e arrondissement. On a mis en place ce qu'on appelle le comité de prévention de la délinquance avec l'appui de la jeunesse, des femmes, de tous les chefs religieux, les notables de la localité. Le quartier, avec son immense marché, est le poumon de la capitale. L'activité reprend peu à peu avec la pacification progressive du pays. Les clients se pressent désormais pour acheter manioc, épices, viande, riz, farine, sacs, lessive, casseroles, vêtements et beaucoup d'autres choses. Seulement, la force onusienne de la France n'est pas la bienvenue. L'avocat Bénéwandé Sankara a été désigné dimanche candidat pour la présidentielle d'octobre pour le camp sankariste. Ce courant politique se réclame les idéaux de l'ex-président du Burkina Faso et révolutionnaire Thomas Sankara, assassiné lors d'un coup d'État en 1987. Aujourd'hui âgé de 56 ans, Maître Sankara a été choisi lors d'une convention. Cette dernière réunissait 9 partis politiques et des associations dit sankariste, à laquelle plusieurs centaines de personnes ont assisté. Des élections présidentielles et législatives se tiendront le 11 octobre au Burkina afin de doter ce pays sahélien de nouveaux dirigeants.
Nous descendons au Togo à présent. À peine l'élection présidentielle passée, la capitale de la République togolaise renoue avec les marches de protestation de l'opposition. Les militants de Jean-Pierre Fabre, officiellement battus par le président Faure Gnassingbé, selon les résultats proclamés par les instances légales du pays, ont investi à nouveau les rues samedi pour dénoncer des fraudes qui auraient émaillé le scrutin du 25 avril dernier. Le Togo renoue avec les marches de protestation de l'opposition. Les militants de l'opposant Jean-Pierre Fabre, officiellement battus lors du scrutin du 25 avril dernier par le président sortant Faure Gnassingbé, selon les résultats proclamés par les institutions légales du pays, ont à nouveau investi les rues de la capitale ce samedi pour dénoncer ce qu'ils appellent le coup de force électoral. L'objectif, c'est toujours de d'abord protester contre le coup de force électoral et demander que la vérité des urnes prévale. Nous avons fait un certain nombre de démarches vis-à-vis de la communauté internationale, dont nous attendons les résultats. Arrivé deuxième à cette élection avec un score de 35,19%, Jean-Pierre Fabre, candidat du combat pour l'alternance politique en 2015, CAP 2015, continue par affirmer qu'il ne reconnaît pas la victoire du président Faure Gnassingbé qui a été réélu avec 57,77% du suffrage exprimé pour le camp présidentiel qui avait également prévu une marche de soutien au président Faure Gnassingbé pour le même jour à Lomé. La revendication de l'opposition est sans fondement puisqu'elle dispose normalement des voies légales et institutionnelles pour porter ses réclamations et recours. Des recours que l'opposition a refusé de faire au lendemain de la proclamation des résultats de cette élection présidentielle. À l'issue de cette marche sanctionnée par un meeting, le leader de l'opposition togolaise a déclaré qu'il projette une autre manifestation pour le 23 mai prochain, jour de l'investiture officielle du président Faure Gnassingbé pour son nouveau mandat de 5 ans. Il faut s'opposer à lui, il faut refuser tout ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on invite les populations à la manifestation du samedi prochain. Le Togo, petit pays situé en Afrique de l'Ouest et à qui toute la communauté internationale a délivré un satisfecit pour l'organisation des dernières élections présidentielles sans violence, se remet ainsi à nouveau sur les rails de l'instabilité politique. Une manifestation a eu lieu dimanche en Macédoine. Organisée par l'opposition, le rassemblement avait pour but de réclamer la démission du gouvernement conservateur, notamment celle du Premier ministre accusé de corruption et d'écoute illégale à grande échelle. Un peuple exaspéré sous un soleil de plomb, brandissant des drapeaux macédoniens mais aussi albanais. Ils étaient plus de 20 000 personnes rassemblées sur un boulevard longeant le bâtiment du gouvernement pour réclamer la démission du Premier ministre conservateur Nikola Gruevski et de son gouvernement accusé de corruption et d'écoute illégale à grande échelle. La manifestation fait suite à l'appel de l'opposition qui incite le peuple à rester dans les rues jusqu'à la démission du Premier ministre macédonien. Chers citoyens, restons ici, devant le gouvernement. Nikola Gruevski doit présenter sa démission. Tant que Gruevski reste ici, nous ne partirons pas non plus. Rejoignez-nous pour vous, pour vos enfants. Un appel visiblement entendu puisqu'ils sont nombreux, ces Macédoniens déterminés à faire partir ce gouvernement que certains qualifient même de totalitaire. Gruevski est mauvais parce qu'il a imposé un régime totalitaire dans ce pays. Tout est sous son contrôle. On ne peut rien dire contre ce pouvoir. Sinon, on est tout de suite fiché. Ce rassemblement intervient une semaine après de violents affrontements entre forces de l'ordre macédoniennes et un commando d'origine albanaise qui ont fait 18 morts, dont 8 policiers à Kumanovo. Rappelons que la Macédoine, ex-république yougoslave, est secouée par une grave crise politique et théâtre d'affrontements meurtriers depuis plusieurs semaines. Plusieurs centaines de migrants en perdition ont été secourus vendredi au large de l'Indonésie. Mais les espoirs de parvenir à un règlement coordonné de la crise ont été douchés par la Birmanie. Cette dernière a menacé de boycotter un sommet régional sur le sujet. Le destin tragique de milliers d'exilés du Bangladesh ou de Birmanie fuyant la misère ou les persécutions dans leur pays d'origine fait écho au drame des migrants qui tentent de gagner l'Union européenne en traversant la Méditerranée. Au nord-ouest de l'Indonésie, il manque de tout pour vivre. Habits, nourriture et ruinés par la maladie. Ces migrants ont raconté qu'en 2 mois d'une terrible odyssée, 10 personnes étaient mortes de faim ou de maladie et que les corps avaient été jetés par-dessus bord.
Les migrants sont abandonnés par leurs passeurs qui craignent la nouvelle politique répressive de la Thaïlande, traditionnelle voie de passage pour les filières clandestines. Ils ont besoin de notre aide. En tant que musulmans, vous savez, parce que selon notre religion, nous devons nous entraider. Ils ont besoin de notre aide. Nous avons vu qu'ils sont dans des conditions terribles, assoiffés, affamés et négligés. En tant qu'êtres humains, nous devons les aider, surtout parce que ce sont nos frères et sœurs musulmans. D'après les défenseurs des droits de ces exilés, parmi lesquels on compte de nombreux Rohingyas, une minorité musulmane de Birmanie figurant parmi les plus persécutées du monde selon l'ONU, jusqu'à 8000 personnes dérivent en mer menacées de mourir de faim ou de maladie. La police a décrit des scènes terribles de migrants jetant d'autres migrants par-dessus bord avant qu'ils ne soient récupérés. Le Paris Saint-Germain et ses stars ont beau avoir été sacrés champions de France pour la 3e fois d'affilée samedi. Ce sont les jeunes lyonnais qui ont été honorés dimanche au trophée UNFP. Alexandre Lacazette et Nabil Fekir ont été élus meilleurs joueurs et meilleurs de la Ligue 1. Zlatan Ibrahimovic, qui avait écrasé la concurrence lors des 2 précédentes éditions, n'était pas forcément le favori à sa propre succession. La faute à une saison tronquée par les blessures et par sa récente suspension de 3 matchs après sa bordée d'insultes. Mais la faute surtout à Lacazette. Auteur de 27 buts et 5 passes décisives, le Français de 23 ans mérite son titre car il est pour beaucoup dans la magnifique renaissance de l'Olympique lyonnais qui a longtemps tenu tête au PSG et a mérité sa qualification directe en Ligue des Champions. C'est bien, je fais partie de cette liste. En plus, je crois que je suis le 6e lyonnais à le remporter, donc c'est une grande fierté. À ses côtés, la révélation de l'année, Nabil Fekir, a été un formidable lieutenant avec ses 13 buts et 9 passes décisives à une journée du terme. Avec Christophe Jallet, ils sont les 3 joueurs de Lyon présents dans une équipe type de la saison, néanmoins à forte consonance parisienne. 6 champions de France y figurent en effet les défenseurs Thiago Silva, David Luiz et Maxwell, les milieux de terrain Marco Verratti et Javier Pastore, ainsi qu'Ibrahimovic. 2 Marseillais complètent cette formation. Dimitri Payet, le meilleur passeur de la saison avec 16 offrandes, et Steve Mandanda, également désigné meilleur gardien de la saison. C'est toujours bien de pouvoir recevoir ce genre de récompense, surtout en plus au poste de gardien de but, parce qu'on sait qu'on évolue dans un collectif mais on a un poste un peu à part. Donc ça récompense le travail de toute une saison, ça récompense la régularité et puis oui, ça fait énormément plaisir. L'entraîneur de l'année n'a cette fois pas échappé à Laurent Blanc qui avait été doublé à la surprise générale l'an passé par René Girard. En Ligue 2, le champion troyen est récompensé avec Jean-Marc Furlan comme entraîneur et Denis Petric comme meilleur gardien. Angers se consolant avec le titre de meilleur joueur à Jonathan Kodia en attendant peut-être la montée en Ligue 1. Chez les femmes, la française Eugénie Le Sommer a damé le pion à l'allemande Lotta Schelin et à la costaricienne Shirley Cruz. Seul prix désigné par le public, celui du plus beau but a échu à Juliane Palmieri pour son incroyable reprise de volée à plus de 25 mètres contre le PSG. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne suite de programme sur SICA. À bientôt.